Voilà, alors Adeline Borod-Battisti, donc vous allez nous présenter le FEAMP. Voilà, d'abord, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les conditions d'attribution, les critères et comment le demander? Vous avez 3 minutes. Alors, je ne pensais pas vous présenter le FEAMP parce qu'il y en a déjà beaucoup qui le connaissent et que voilà. L'idée, c'était juste de rappeler éventuellement, pour ceux qui ne le savent pas, que dans le FEAMP, donc dans le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, qui est à la fois le cadre d'intervention des subventions publiques au niveau national, mais évidemment aussi des crédits européens, eh bien, il y a 2 dispositifs, d'un côté en pêche, de l'autre côté en aquaculture, spécifiques, on va dire, pour l'aide à la création d'entreprises. En pêche, il y a une mesure existante qui est très contraignante, sélective, puisque il faut que le jeune pêcheur, personne physique, ait moins de 40 ans, il faut que ce soit pour un navire de moins de 24 mètres, il faut que le navire ait entre 5 et 30 ans, il faut que ce soit sur un segment à l'équilibre. Tout ça fait que c'est difficile d'avoir les conditions éligibles pour accéder à ce dispositif et à ces financements-là, qui peuvent néanmoins aider à hauteur de 25% du coût d'investissement, maximum 75 000 €. En aquaculture, c'est beaucoup plus souple. Il y a une mesure d'aide à l'installation qui existe, mais qui en fait n'est pas spécifique à l'installation. C'est la raison pour laquelle cette mesure-là en fait n'a pas été rendue disponible à l'échelle française, mais que les régions qui ont donc la main pour gérer ces mesures d'aide-là, et en particulier l'aide à l'installation, ont souhaité en fait aménager la mesure d'accompagnement à l'investissement dans les entreprises aquacoles, avec on va dire des conditions plus favorables pour ceux qui s'installent. Et notamment la possibilité de financer les consommables, les poches, les filtres, les pompes, voilà. Mais également le matériel d'occasion, ce qui n'est pas rendu possible pour les entreprises qui investissent, qui se modernisent, qui existent déjà. Voilà. Tout ça pour dire, que le FEAMP, en fait, c'est pas... il n'y a pas que le FEAMP, et que le FEAMP n'est pas forcément suffisant pour financer l'installation, et que les régions, notamment, se sont mobilisées pour qu'il y ait des interventions qui soient complémentaires ou supplémentaires et qui répondent mieux aux besoins des professionnels dans la marge de manœuvre qu'on a, et notamment soit avec des possibilités d'aide plus avantageuses, des enveloppes régionales supplémentaires et aussi des possibilités de financer, soit avant que le FEAMP ait été mis en place, soit à côté parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent par rapport aux besoins. Voilà. J'ai essayé de faire avec mes collègues de Bretagne et des Pays de la Loire un tout petit panorama. Du coup, ça, c'est juste Nouvelle-Aquitaine, mais un tout petit panorama, juste pour vous dire qu'entre 2016 et 2018, il y a près de 120 projets d'installation en pêche et en aquaculture qui ont été accompagnés soit par du FEAMP, soit par des crédits régionaux seuls, puisque je vous ai dit que les régions se sont pas mal mobilisées pour aller au-delà. On a les chiffres, mais je ne voudrais pas non plus dire des bêtises, mais en Bretagne, c'est sans surprise beaucoup plus en pêche qu'en aquaculture. Pays de la Loire également plus en pêche. Et en Nouvelle-Aquitaine, c'est beaucoup plus en aquaculture et notamment en conchiliculture qu'en pêche. Ces 120 projets d'installation qui ont été accompagnés là, sur les 2 dernières années, ça représente plus de 5 millions d'euros de crédits publics, donc de fonds européens et de crédits régionaux. Et ça, en fait, ça a permis de lever, derrière, d'activer 14 millions d'euros d'investissement, voilà, qu'ont fait les entreprises. Ça, c'est pour notre façade.
notre façade à l'échelle de la Glia. Et puis, parce que là j'ai moins peur de me tromper quand je parle juste de Nouvelle-Aquitaine, c'était pour vous donner un petit panorama visuel de ce que représente l'installation en Conches ici. 36 projets d'installation en Nouvelle-Aquitaine qui ont été accompagnés ces 2 dernières années pour 1,3 million d'aides publiques. Et voilà un peu en volume ce que ça représente. Ça, c'est sans vous dire la cinquantaine de projets qu'on a là en stock. Et là-dessus, il y en a 10, 15 encore de projets d'installation juste pour l'année 2018. Donc en rythme en Nouvelle-Aquitaine, je finis rapidement. On est sur une dynamique d'une trentaine de projets d'installation en conchiliculture par an. Et là-dessus, en accès au FEAMP, on arrive à en accompagner entre 6 et 10 par an. Donc ça fait, on va dire, un taux de pénétration qui n'est pas si mal. Sur les demandes en fait, d'aide FEAMP ou région que nous, on voit passer et qu'on réussit à accompagner, eh bien, c'est à peu près un projet sur 4 qui concerne une installation. Donc c'est quand même aussi beaucoup. Et finalement, les crédits qu'on arrive à débloquer, c'est à peu près un tiers qui vont pour les projets d'installation. Donc c'est des projets en moyenne qui sont un peu plus gros que des projets de simple modernisation, on va dire. Et en moyenne, pour vous donner une idée toujours, ce sont des projets autour de 80 000 euros d'installation et du coup des subventions publiques qui tournent autour de 35 000 euros. C'est une aide qui est connue de tous, j'imagine, ou est-ce que certains... personne n'hésite à la demander? Les plus petites entreprises, très clairement, ont beaucoup moins de facilité à accéder à ces fonds-là parce que ça demande une grosse exigence en termes administratifs. Il faut présenter des comptes, il faut remplir des papiers, il faut aller voir son comptable, mais finalement qui sont dans le côté vertueux, qui sont des démarches que tout créateur d'entreprise doit faire pour s'assurer d'avoir un projet viable, c'est-à-dire faire un prévisionnel. Voilà. Après, en termes de papier, de temps passé, même de connaissance des mécanismes, des rouages, des interlocuteurs, eh bien, c'est compliqué. On a la chance en Nouvelle-Aquitaine de travailler avec, vraiment main dans la main avec les CRC et le CRPM qui en fait font un gros travail d'interlocuteurs et en fait d'intermédiaires entre nous et les professionnels pour les accompagner à monter les projets, ce qui fait qu'ils ne les envoient pas au casse-pipe et pour tout le monde c'est du temps gagné. D'accord. Alors, en ce qui concerne les aides de l'État, elles sont très contraintes finalement par le cadre européen, ce qui fait que y a l'idée d'essayer aussi de trouver de nouveaux moyens de financement, d'aide dans le cadre privé, quoi, presque. Oui, tout ce qui peuvent... Crowdfunding, on en parlait tout à l'heure. Tout ce qu'ils peuvent... Même France Filière Pêche qui était ici, j'ai vu tout à l'heure la personne qui représentait France Filière Pêche, un jeune, non, qui est parti peut-être, quel regroupement de distributeurs, ils ont un fonds pour financer la pêche. Ça peut être d'autres idées de financement finalement, un peu en dehors du cadre des financements publics. Merci. Merci beaucoup. On va passer à Anne Pedenon d'Initiative Périgord qui nous présente donc le prêt d'honneur Initiative Agri. Tout à fait, bonjour. Donc Initiative France, en fait, nous sommes le premier réseau de financement, de capital d'amorçage. Donc il existe 222 plateformes comme Initiative Périgord. Donc il y a Initiative Charente-Maritime qui était là ce matin, qui a dû partir. Donc le fonds a été créé en 2010. Régionalisé en 2015 et à la Nouvelle-Aquitaine en 2016. Donc ce fonds est fortement doté par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc les services de Charlotte Nomé nous ont fortement aidés à la création de ce fonds sans lequel il n'aurait pas vu le jour. Donc en fait, nous octroyons aux porteurs de projets hors des JA,
du coup la conchyliculture, un prêt d'honneur entre 5 et 20 000 euros sur une durée de 2 à 7 ans, avec une possibilité de différer. Et en fait, ce prêt est à titre personnel. Donc le but est d'augmenter les fonds propres du porteur de projet en faisant un prêt à titre personnel. Comme ça, on fait un effet de levier sur le prêt bancaire. Donc le porteur de projet passe en comité. Donc en fait, c'est une règle commune à toutes les plateformes. C'est un comité où il vient défendre son projet. Donc ce comité, il y a beaucoup d'organismes présents dans la salle qui y participent. Donc on a BPI, on a les banques, on a des chefs d'entreprise en activité, on a les chambres consulaires. Donc effectivement, on a cette expertise et souvent on a des avis des comités, voilà, qui sont très, très importants. Donc ce prêt est accompagné d'un suivi et d'un parrainage. Donc en fait, pendant la durée du prêt, il y a un suivi et un parrainage, que ce soit par les comités ou par les chambres d'agriculture, qui ont des services spécifiques. Voilà, donc nous aurons fait, je pense, au 31/12/2018, à peu près 400 prêts depuis 2010, pour un montant à peu près de 6,2 millions accordés. Combien en pêche et en... Alors, donc en ostréiculture, on a fait 25 dossiers, puisque nous, vraiment ostréiculture, pour 440 000 euros. D'accord. Est-ce qu'on a les chiffres sur la Charente-Maritime? Alors, je sais que l'habitat est réparti, mais... Mais on a fait, 2018, 3 dossiers. 3 dossiers. Mais il vient d'être... oui. Il vient d'être mis en place en Charente-Maritime, donc 3 dossiers pour 60 000 euros. Donc en fait, il y a un gros potentiel, parce que du coup là, c'était que les dossiers Gironde. Donc ça faisait 22 dossiers Gironde. Donc du coup, vu le potentiel qu'il y a d'installation, je pense qu'il va y avoir une grosse mobilisation. Et en plus, on va avoir des fonds FEDER actifs au 1er janvier 2019 avec la région Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est vrai que ça va nous permettre de déployer le fonds avec un objectif de 250 dossiers par an. D'accord. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, bah voilà, c'était France Filière Pêche, c'est ça? Ah, monsieur, attendez, ouais. Pardon. Du coup, c'est Paul Thomas, donc France Filière Pêche. Bonjour à tous. Juste quelques précisions. On n'est pas le regroupement des distributeurs, en fait. On accompagne toute la filière et on a l'ensemble de la filière pêche qui est dans notre conseil d'administration. Juste une petite précision. En ce qui concerne aussi les aides aux entreprises de pêche en particulier, nous on accompagne plutôt dans la modernisation, dans la construction que dans finalement la transmission ou l'installation d'entreprises. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on s'y était intéressé, notamment par rapport à ce qui avait été étudié ce matin sur la partie couveuse, mais ça n'a pas donné de suite. Et j'avais juste une petite question, du coup, toujours dans cette continuité sur les prêts d'honneur, je sais qu'on s'y était intéressé. Sur la partie financement public, plus particulièrement sur les entreprises de pêche, on a vu des gros problèmes sur l'eurocompatibilité des fonds publics avec justement le financement à la reprise ou à la construction. Est-ce que c'est des problématiques auxquelles vous êtes finalement confrontés? Je parle pour la partie pêche en tout cas. Alors c'est Charlotte Nomé de la région. Effectivement, Charlotte Nomé de la région. On a évoqué plusieurs fois l'eurocompatibilité des aides en fait, à l'installation quand il s'agit d'aides publiques. Et du coup, le système du prêt d'honneur, comme c'est un prêt, en fait, on calcule l'équivalent subvention, qui finalement est assez faible. Et donc, on utilise la base juridique du régime des minimis, c'est-à-dire ce qui est parfaitement eurocompatible. Et ça nous permet en fait d'apporter une aide qui empiète effectivement sur les minimis, mais pas trop, puisque l'équivalent subvention est de quelques centaines d'euros, et qui donc est eurocompatible. Donc en fait, le système du prêt d'honneur, qui est mis en place pour l'agriculture, pour tous ceux qui n'ont pas le droit à la dotation jeune agriculteur, et donc d'une façon générale, d'ailleurs, tout secteur confondu, pêche, ostréiculture, aquaculture, agriculture, dès lors qu'on n'est pas éligible à l'aide DGA, en fait, on a rendu éligible au prêt d'honneur, et on a pu le faire parce qu'effectivement, on s'appuie sur le régime des minimis, donc c'est eurocompatible grâce à cette façon-là. Par ailleurs, dans chaque département, il existe déjà en fait une plateforme départementale du réseau France Initiative, donc c'est assez facile en fait à dupliquer, parce que finalement, en fait, il y a déjà des structures dans chacun des départements qui en général s'occupent plutôt du secteur artisanat ou commerce, parfois de l'agriculture.
parfois aussi donc du coup de l'ostréiculture ou de secteurs qui nous occupent aujourd'hui, mais en fait c'est peut-être un type d'aide relativement facile à dupliquer parce qu'en réalité, il existe déjà ces structures. Il suffit, entre guillemets, que la plateforme du département, en fait, se dote de compétences un peu agricoles ou ostréicoles. Nous, on a prévu des binômes, en fait, avec un technicien qui est un peu plus au fait pour que, effectivement, la plateforme qui, elle, ne l'est pas, puisse accompagner ce type de projet et prendre en compte ce type de projet. Mais je pense que ce qui est décrit là par Anne, qui est donc au niveau de Nouvelle-Aquitaine maintenant, assez récemment, hein, ça date que de 2 ans, est assez facilement extrapolable et eurocompatible. Voilà. Merci beaucoup. Oui, il existe effectivement trois régions dans notre réseau qui sont bien avancées en agricole. Donc la région Nouvelle-Aquitaine, la région Bretagne et la région Hauts-de-France. Donc là, ils sont vraiment très avancés sur l'agricole, mais notre réseau progresse dans ça. Et normalement, il y a à peu près 25% des plateformes du réseau qui font de l'agricole, voilà, sans structure régionale. Donc il y a une marge de progression. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Alors, c'est René-Pierre Chevert. Non, c'est très intéressant. La question que l'on se posait là, c'était de savoir s'il y avait des initiatives de cette nature, pas seulement en Nouvelle-Aquitaine, mais également, je sais pas, à Brest. Partout. Il y a 222 plateformes. Donc il y en a même plusieurs par département. Donc en fait, notre président national, c'est Louis Schweitzer. Donc en fait, on fait tous le même métier. On fait du prêt d'honneur, au départ à la base commerçants artisans, et effectivement, de plus en plus de plateformes font de l'agricole. Moi, j'ai compris. Voilà. Merci. Donc prêt d'honneur, donc en fait, on est du quasi fonds propres. On prête à la personne pour qu'elle ait accès au crédit bancaire. Voilà, ça augmente leur... Il me semble important de dire qu'il peut y avoir des fonds FEDER, donc un autre fonds européen pour alimenter, parce que évidemment ça coûte. Enfin, au départ, il faut quand même mettre pas mal de crédit public, même si au bout de quelques années, en fait, on réutilise, puisque ce sont des prêts, on peut réutiliser. Donc, au bout de 5-6 ans, en fait, on peut réutiliser ces prêts avec les remboursements. Mais on peut mettre des fonds FEDER, c'est ce qu'on a fait en Nouvelle-Aquitaine, et donc pour la prochaine programmation, je pense qu'il faut en penser à ça en région. Après, il faut rajouter que nous, sans le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, nous n'aurions pas pu mobiliser tous ces dossiers. Effectivement, sans la ressource publique, c'était pas possible. Pardon ? Là, et maintenant, le FEDER, prochainement. Merci. On va passer à vous, Alexandre Collin. Donc, vous êtes délégué territorial BPI Charente-Maritime à La Rochelle. Vous allez nous présenter les outils de garantie des prêts bancaires. Oui, merci. Donc effectivement, je représente BPI France Financement. BPI France, ça veut dire Banque publique d'investissement. Il y a 2 mots importants, c'est banque. On est une banque de place. Donc moi aujourd'hui, je représente la Charente-Maritime, mais j'ai des homologues dans tous les autres départements, puisque la Guyane couvre tout le Grand Ouest. Et il y a public, puisque nos actionnaires sont l'État et la Caisse des dépôts. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, moi, je vais vous parler effectivement d'une de nos missions, et c'est une mission de service public, qui est la garantie des prêts bancaires. Donc, c'est pour faciliter pour vous l'obtention de vos crédits bancaires pour vos projets de création ou de transmission. Donc, on peut contre-garantir de 50 à 70% vos prêts bancaires. 70%, c'est avec le fonds de co-garantie qu'on a avec la région. Donc ça permet à la fois effectivement de mettre de l'huile dans vos demandes de financement, hein, c'est pour faciliter l'octroi des financements bancaires, et ça limite aussi les autres garanties, notamment les cautions personnelles du dirigeant, puisqu'elles ne peuvent pas être supérieures à 50% pour valider une intervention BPI France. Donc ça a un coût ? Oui, ça a un coût. Pour prendre un exemple concret, pour 50% de contre-garantie d'un prêt, il faut rajouter au taux du crédit 0,70% l'an. Et pour la co-garantie avec la région, jusqu'à 70%, c'est 0,98 l'an. Bon alors, oui. L'avantage, donc, c'est que ça baisse le risque de la banque. D'une manière très significative, 50%, voire 70%, effectivement, ça facilite la décision de la banque. Et donc les dossiers, effectivement, ils nous arrivent par la banque, pas par vous en direct. Donc à vous d'aller solliciter les banques, de leur présenter vos projets, de les convaincre, et elles de valider le dossier sous réserve que BPI France intervienne. Et elles savent très bien nous trouver, elles connaissent bien notre fonctionnement, et on leur répond
sous 5 jours. D'accord. Est-ce que, du coup, il y a des critères d'éligibilité, tout ça, vous voyez Il y a ça des avec les critères banques, d'éligibilité, les banques les connaissent. Moi, j'avais juste peut-être une alerte sur le code NAF. Effectivement, tout ce qui est 0,1 et 0,2 n'est pas éligible, mais a priori, après vérification, c'est plutôt dans votre domaine des 0,3, donc ça reste éligible, a priori. D'accord. Madame Pedenon. J'ai une question. Du coup, l'agriculture n'est pas exclue du champ de BPI? Voilà, si 0,1, 0,2, c'est effectivement un champ d'exclusion pour les entreprises qui ne font pas 750 000 euros de chiffre d'affaires. Mais a priori, on n'est pas dans ces codes NAF d'activité. C'est 0,3, oui. Plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires. Ça ne concerne pas tout le monde. Sur 0,1, 0,2 Oui, il y a les exploitations forestières qui sont possibles, et c'est à peu près tout, et puis tout ce qui est lié à la méthanisation. Mais sinon, tout le domaine agricole sinon, est exclu de ce champ pour les entreprises qui font moins de 750 000 euros de chiffre d'affaires. Et dans le cadre de la fusion avec la CDC, c'est pas dans les projets de l'ouvrir à l'agriculture? Non. Non, a priori non. Non. Pas entendu parler toujours. Merci. Des questions? Non. Alors, Monsieur Tallieu, du Conseil départemental de la Charente-Maritime, est en charge de la commission littoral, mer et milieux maritimes. Alors, il n'est pas présent, il s'en excuse, et il devait présenter la subvention du Conseil départemental à l'installation. Alors, c'est une subvention d'aide donc à l'installation des entreprises aquacoles, qui est réalisée en partenariat avec les CRC, enfin la CRC. Alors, dans le cadre de la loi NOTRe, en fait, les départements ne peuvent pas aider les entreprises, mais il y a une convention qui a été signée avec la région et qui permet donc cette subvention qui est finalement une subvention à l'investissement et non pas au fonctionnement. Donc c'est de l'investissement à caractère environnemental. En gros, l'idée, c'est d'améliorer l'installation. Mais il n'y a pas de souci avec le contrôle de la légalité par rapport à cette subvention. Donc, dans le département, il y a 25 entreprises qui sont aidées par an à hauteur donc de 10 000 euros, ce qui fait un budget global donc de 250 000 euros. Pour le moment, donc, les 25 entreprises ont été... l'aide pour ces 25 entreprises a été atteinte pour l'année 2018. Donc, les prochains dossiers, ce sera pour 2019. Comment demander cette aide? Il faut passer par les CRC qui transmettent les dossiers. Et il y a il y a certains critères, forcément, pour pouvoir obtenir cette aide. Un critère de formation, il y a une étude de viabilité des entreprises et il faut justifier d'un montant des investissements, donc d'un minimum de 30 000 euros. Voilà, je pense avoir vraiment donné les principaux points. Voilà. Il y a une petite carte avec toutes les entreprises aidées. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une entreprise de spiruline qui a été aidée cette année, un mytiliculteur et 23 ostréiculteurs, donc dans le département. Des questions auxquelles je ne pourrais peut-être pas répondre? Non, ça tombe bien. Alors, on passe au fonds d'investissement. Donc, nous avons sur scène Philippe Renaudin, directeur général de Merinvest, Thierry Pénobert, chargé d'affaires chez Arkea Capital, et Hervé Bachelot-Lallier, directeur d'investissement chez Go Capital. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les spécificités et les champs de compétences et d'action de chacun de ces fonds d'investissement, s'il vous plaît? Bien, donc je vais commencer avec Merinvest. Allez-y. Donc Merinvest est un fonds d'investissement qui a été créé au cours du premier trimestre de l'année 2018, qui est une filiale à 100% du groupe Banque Populaire Crédit Maritime du Grand Ouest. Donc nous avons vocation à intervenir sur l'ensemble de ce territoire Grand Ouest
qui représente les Pays de Loire, la Bretagne et l'ex-Basse-Normandie. Donc fonds d'investissement à terme qui sera doté donc de 10 millions d'euros, qui a vocation d'intervenir sur toute l'activité de la croissance bleue au sens large. Donc à la fois les activités traditionnelles et notamment celles du crédit maritime, que sont la pêche et les cultures marines, mais également toutes les autres activités à la fois traditionnelles, du portuaire, du nautisme, du tourisme, du littoral, et les activités également émergentes, que sont aujourd'hui les EMR, tout l'écosystème qui travaille autour des EMR, les biotechnologies, l'aquaculture, la pisciculture. Donc vous voyez, le champ est assez large. C'est un fonds aujourd'hui, comme tous les fonds d'investissement, qui a vocation de renforcer les fonds propres dans le cadre des projets, et y compris dans le cadre de la transmission, puisque le fonds va s'intéresser à la fois à ce qu'on appelle de l'amorçage, donc vraiment de la création d'entreprises, du développement, donc un fonds de croissance, et de transmission, donc pour faciliter justement la reprise, la transmission d'entreprises. Mais on intervient bien en renforcement de fonds propres. On ne vient pas se substituer à l'absence de fonds propres dans le cadre d'un projet, et ce renforcement est un véritable levier pour justement lever de la dette bancaire. Comment on vous sollicite ? Tout simplement à travers ce type de réunion. Je crois que c'est effectivement de se faire connaître. C'est à travers le réseau, notamment le réseau bancaire, puisque comme je vous le disais, on est filiale du groupe à la fois Banque Populaire et Crédit Maritime, et notamment sur la partie Bretagne, Pays de Loire, Basse-Normandie que je représente. On a un taux de pénétration tout à fait significatif. C'est tout un travail qui a été fait aussi avec les professionnels, puisque ce fonds d'investissement fait suite aussi à des réflexions qu'on avait pu avoir avec les comités des pêches, avec les OP, avec d'autres structures, comme à travers ce type de table ronde qu'on a faite, tout à l'heure. Donc à aujourd'hui, le fonds, nous avons une quinzaine de dossiers qui sont à l'étude. C'était peut-être une des questions que vous alliez à venir. On a une quinzaine de dossiers aujourd'hui qui sont en cours d'étude. Nous avons réalisé 2 investissements dans le cadre d'armement de pêche, dont un qui typiquement permet de mettre le pied à l'étrier, comme on dit, à un jeune dans le cadre d'une future succession. Nous avons également d'autres projets qui sont en cours d'étude sur des armements participatifs, des armements coopératifs. On le citait tout à l'heure dans la matinée. Il y a des initiatives aujourd'hui sur la Normandie, en Port-en-Bessin, à Noirmoutier, qui existent et dont l'idée, justement, c'est de faciliter la succession à terme des cessions de sociétés. Et nous avons également un dossier dans le domaine de la conchyliculture, où là, on est très clairement dans le cadre de transmission d'entreprise. D'accord. Donc, les 2 dossiers que vous avez aidés, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette cible, est-ce que vous avez une cible un peu privilégiée, ou est-ce que vous pouvez nous parler de ces 2 dossiers qui sont déjà aidés pour peut-être donner quelques idées du type de... Alors, typiquement, ce 2 dossiers dans lesquels nous sommes intervenus à hauteur de 300 000 euros. Donc pour partie en fonds propres directement et pour partie en obligations convertibles ou obligations simples d'ailleurs. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la technique, mais c'est du quasi fonds propres. Et je dirais qu'ils permettent effectivement de compléter les fonds propres des deux porteurs de projets. Nos interventions, je dirais notre ticket moyen est de l'ordre de 300 à 400 000 euros. Sachant qu'on commence à intervenir à partir de 150 000 euros. Et ça, c'est important de le souligner, parce que majoritairement, certains fonds d'investissement commencent à s'intéresser à des dossiers à partir de 500, voire 1 million d'euros. Très clairement, on n'est pas du tout dans le scope de structure qui nous intéresse. Donc 150 000 euros, ça peut concerner aujourd'hui, je dirais des armements qui sont aujourd'hui en structure
individuel. Et ça, c'est un des points importants. Je pense que mes collègues vont le rappeler tout à l'heure. Il faut impérativement avoir un statut de société de capitaux pour qu'on puisse intervenir. Il est clair que si on reste en entreprise individuelle, qu'on soit dans le domaine de la pêche ou de la conchyliculture, on ne pourra pas accéder à ce type d'opération. Et on monte jusqu'à 750 000 euros de participation dans les projets. Est-ce que parmi les dossiers que vous étudiez actuellement, vous voyez une évolution des profils, des choix des futurs entrepreneurs? Non, pas de façon très claire. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le fonds est relativement jeune, puisque ça fait des fonds d'investissement existent depuis bien longtemps, mais un fonds dédié à la croissance bleue, il en existe peu à aujourd'hui, avec relativement peu de recul. Et ce sont des outils qui sont relativement, alors, j'allais dire novateurs, dans nos domaines d'activité, dans le domaine de la pêche et de la culture marine, pas dans les autres activités, mais qui sont relativement novateurs. Donc non, j'ai pas de recul aujourd'hui pour dire qu'il y a un changement de vision ou pas. Merci. Thierry Penobert, donc, vous êtes chargé d'affaires chez Arkea Capital. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce fonds d'investissement également, s'il vous plaît? Ou avec l'autre micro. Là, je crois que c'est bon. Oui. Alors, le fonds Braze Armor Capital est également de création récente, puisqu'il a été lancé en avril de cette année, donc quelques mois d'existence, sachant qu'il a été donc créé à l'initiative de 3 intervenants sur la région Bretagne, qui sont donc notamment la région Bretagne, le crédit maritime et le crédit mutuel Arkea, crédit mutuel de Bretagne. Et ce fonds, donc, qui est doté d'une force de frappe donc, de 10 millions d'euros, a pour vocation, et là, je vais essayer d'éviter de faire redondance sur les propos de Philippe, puisque les fonds d'investissement ont plus ou moins les mêmes modalités de fonctionnement, et on a donc, nous aussi, vocation à intervenir dans la filière halieutique, mais avec néanmoins un regard plus appuyé sur le renouvellement de la flotte de pêche. Alors la flotte de pêche hauturière, la flotte de pêche côtière également. Donc pour favoriser derrière, bien évidemment, le maintien, sinon même le développement de toutes les activités économiques qui sont liées à la pêche sur le secteur géographique, bien évidemment, de la Bretagne. Nous intervenons également en termes d'outils sur les outils classiques de ce qu'on appelle donc le fonds d'investissement, c'est-à-dire quand même essentiellement de l'emprunt obligataire, donc qui vient conforter, augmenter les fonds propres pour permettre, si on prend l'exemple d'un commandeur de l'acquisition d'un bateau neuf, que ce soit dans le cadre d'un armement qui existe, voire dans le cadre d'une reprise aussi, souvent l'apport du patron pêcheur est relativement modeste. Nous, ça nous permet effectivement de venir booster ce fonds propre, tout en le laissant mettre de sa destinée, ce qui, bien évidemment, vous en doutez, constitue un effet de levier pour les financements bancaires classiques, qui, eux, généralement, représentent quand même 70-80% du montant de l'investissement total. Je réappuie sur le propos de Philippe également que nous n'intervenons que sur des sociétés de capitaux. C'est important parce que dans les professions, c'est encore beaucoup de l'artisanat. Et je crois qu'on a, avec nos bâtons de pèlerins, à mener un travail de sensibilisation au-delà des entrepreneurs, mais aussi dans leur environnement de conseil, savoir qu'il va falloir quand même, pour pouvoir accéder à tous ces outils qui sont là, les outils sont là, l'argent est là, c'est clairement plus un problème, mais il faut passer le levier de se mettre en société pour pouvoir effectivement bénéficier de ces outils. Alors, à l'heure actuelle, vous avez étudié, enfin vous êtes en train d'étudier des dossiers, mais vous n'avez pas encore fait de réalisation jusqu'à présent. Tout à fait. Et vous dites également attention à la flotte qui est vieillissante. Il y a un point de vigilance là.
Il me semble, effectivement, là, sur les quelques dossiers que l'on a pu étudier, alors certains ont été réalisés par des tiers où il y a eu, pour des raisons qu'on connaît tous un peu sur certains sujets de réflexion, voire d'inquiétude actuellement dans le milieu de la pêche, le Brexit, la hausse du coût du gazole, etc., etc. Donc il y a des projets qui sont peut-être retardés ou ajournés. Et pour autant, l'ancienneté de la flotte de pêche, alors en Bretagne, mais je pense que c'est valable dans tous les autres départements, bien évidemment, côtiers qui bénéficient de ce type d'activité. On est sur des navires qui ont quasiment 30 ans d'âge, avec l'impact que ça peut avoir en termes de productivité, de confort, on en parlait tout à l'heure dans les autres ateliers, d'intérêt au métier, etc. Et de toute façon, il va avoir un mur de la... si les entrepreneurs ne réfléchissent pas sérieusement à rajeunir, à renouveler leur flotte de pêche, ils vont se retrouver avec des outils. À un moment, ils vont rester à quai avec leur outil, ou alors ils vont avoir un compte de résultat qui va être tellement obéré par les frais de maintenance, de réparation, etc., que de toute façon, ça va être une spirale. Donc, je pense, moi je suis raisonnablement optimiste, il faut que les choses s'amorcent, il faut que ça passe dans les mentalités, et je pense qu'à horizon de 1 à 2 ans, je pense qu'on va avoir du travail. D'accord. Alors, d'un côté, on a le FEAMP qui, effectivement, a une subvention pour les bateaux qui ont entre 5 et 30 ans. Et de l'autre côté, on parle de renouvellement de la flotte. Et en même temps, ce matin, on avait le témoignage d'un marin qui avait acheté un premier bateau avec antériorité et qui, 4 ans après, s'est fait construire un nouveau bateau, quoi. Finalement, il y a peut-être des parcours un peu à étudier de ce type. Merci. Oui. Hervé Bachelot-Lallier, donc vous êtes directeur d'investissement chez Go Capital. Et voilà, c'est votre tour donc, de présenter votre fonds d'investissement. Bonjour à toutes et à tous. Alors Go Capital, pour faire court, on est une société de gestion. On gère des fonds d'amorçage et de capital risque dans le Grand Ouest de la France. On a à peu près 200 millions sous gestion aujourd'hui. Et on a effectivement la gestion du fonds Lito Invest, qui est une société de capital risque. Alors c'est un petit peu différent, je ne sais pas quelle est la forme effectivement des autres fonds qui ont été cités, mais c'est une société de capital risque qui a été imaginée à l'initiative de différents acteurs, que sont la région des Pays de la Loire, que sont effectivement le Crédit Maritime, Banque Populaire, que sont EDF, que sont l'organisation de production de pêche, l'OP85, et puis la cave, un armement coopératif vendéen. Donc c'est une société de capital risque qui investit régionalement sur la région des Pays de la Loire. Donc son secteur d'investissement est contraint. C'est un point important, effectivement. On n'a pas vocation à ce stade à investir sur d'autres régions. C'est un fonds qui aujourd'hui a une capacité de 7 millions d'euros. Et qui a vocation à investir en 2 secteurs. En fait, à l'origine, il avait été imaginé dans le secteur uniquement de l'économie maritime. Et